Lorsque la rémunération d'un collaborateur est soumise à l'impôt sur le revenu, cet impôt est calculé en tenant compte de différents principes que je vais présenter dans cette vidéo. Au vu de l'article 1A du Code général des impôts, il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. En France, l'année fiscale correspond à l'année calendaire, c'est-à-dire qu'on prend en compte les revenus perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année fiscale considérée. Toujours d'après l'article 1A du Code général des impôts, l'impôt sur le revenu frappe le revenu net global du contribuable. Le principe de l'imposition d'un revenu net étant d'ailleurs également rappelé à la fois par l'article 13.1 du Code général des impôts qui précise que les revenus bruts doivent être diminués des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, et aussi par l'article 156 du CGI selon lequel l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Concernant la notion de revenu net global, il est constitué par le total des revenus nets catégoriels que vous pouvez voir à l'écran, ce qui inclut bien entendu la catégorie des salaires. Et donc, s'agissant des salaires, ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas les salaires bruts qui sont soumis à l'impôt, mais des salaires nets imposables, ce qui correspond au salaire brut, diminué des charges sociales obligatoires déductibles, avec éventuellement des réintégrations comme par exemple la part mutuelle prise en charge par l'employeur, et après déduction de la déduction forfaitaire de 10% plafonnée, ou éventuellement par la déduction des frais réels si le contribuable opte pour une déduction des frais réels. Bien entendu, à ce stade, je reste très basique car en vérité, il y a énormément de sujets à prendre en considération pour déterminer correctement le salaire net imposable, mais j'y reviendrai de façon plus spécifique dans le cadre d'autres vidéos. Selon l'INSEE, le foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration des revenus. Je vous ai mis à l'écran l'article 6 du Code général des impôts qui est assez dense et qui pose différentes règles applicables à ce sujet. Je vous laisse faire un arrêt sur image si vous souhaitez prendre le temps de le lire. De mon côté, je vais faire une petite synthèse des grandes règles applicables sans entrer dans le détail car il y a une multitude de petites règles spécifiques. Le foyer fiscal peut se limiter à une seule personne pour les personnes qui sont célibataires, veufs, divorcés ou séparés, sans personne à charge. Les personnes mariées ou pacsées sont soumises à une imposition commune, c'est-à-dire que le couple forme un foyer fiscal, sauf cas particulier prévu par la loi. Les personnes qui vivent en concubinage sont-elles imposées de façon séparée. Et concernant les enfants, ils peuvent être attachés au foyer fiscal de leurs parents s'ils ont moins de 21 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, ou moins de 25 ans s'ils poursuivent des études supérieures. La notion de foyer fiscal a une très forte corrélation avec la notion de quotient familial qui désigne le nombre de parts rattachées à chaque foyer fiscal pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En effet, le calcul de l'impôt sur le revenu tient compte du nombre de parts applicables au sein du foyer fiscal. Très schématiquement, on prend le revenu imposable, on le divise par le nombre de parts, on applique le résultat au barème progressif applicable pour une part, et derrière, on remultiplie par le nombre de parts du quotient familial applicable au sein du foyer, étant précisé que le bénéfice tiré de chaque demi-part additionnelle est plafonné à 1 759 €. Et concernant le calcul des parts, donc pour les personnes mariées ou pacsées, chaque personne équivaut à une part, et pour les enfants, les 2 premiers enfants donnent chacun droit à une demi-part de quotient familial, et à partir du 3e, on a le droit à une part par enfant. Donc le nombre de parts de quotient familial dépend de la structure du foyer fiscal. L'article 194 du Code général des impôts récapitulant à ce sujet le nombre de parts à prendre en compte en fonction de cette structure du foyer fiscal. Donc pour rappel, si un contribuable est résident fiscal de France, il est imposable en France à l'impôt sur le revenu sur ses revenus de source mondiale, et si le contribuable est non résident fiscal de France, alors il n'est soumis à l'impôt sur le revenu que sur ses seuls revenus de source française. À ce propos, sur une année fiscale donnée, il est parfaitement envisageable qu'en fonction des faits et circonstances applicables, un contribuable puisse une partie de l'année être considéré comme étant résident fiscal de France et sur l'autre partie être considéré comme non résident fiscal de France. C'est tout à fait possible.
L'article 156 du Code général des impôts prévoit que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Et à ce sujet, les autorités ont précisé qu'un revenu est disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire. En application de ce principe, plus le revenu imposable augmente et plus l'imposition devient importante. Le fondement de ce principe vient de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précise que pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. Et donc, ce principe de progressivité se traduit en pratique par des taux d'imposition progressifs en fonction des tranches de revenus applicables, les tranches et les taux étant rappelés par l'article 197.1 du Code général des impôts que vous voyez à l'écran, et donc avec des taux d'imposition de 0, 11, 30, 41 et un taux marginal à 45%. À noter qu'il s'agit du barème applicable pour les résidents fiscaux de France, car il y a en effet quelques subtilités pour le calcul des non-résidents, mais j'y reviendrai dans une autre vidéo. Voilà pour ce petit tour d'horizon des grands principes applicables en matière d'impôt sur le revenu. Attention, car il s'agit de principes, et quand il y a des principes, bien souvent, il y a des exceptions. Par exemple, je viens de vous parler de progressivité d'impôt sur le revenu, mais pour les revenus de capitaux mobiliers, le principe est une imposition à la flat tax au taux de 30%, ce qui inclut 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux, avec une option possible, si c'est plus intéressant, pour aller chercher le barème progressif. Autre exemple, j'évoquais tout à l'heure le principe de disponibilité de l'impôt sur le revenu. Mais là encore, il y a des exceptions. En effet, en cas de départ de France, l'exit tax permet à l'administration d'imposer certaines plus-values latentes, alors même qu'elles ne sont pas réalisées. Ou encore, la loi peut parfois prévoir une présomption de revenus distribués si une personne physique détient une entité juridique qui serait située dans un régime fiscal privilégié. Mais j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur ces différents aspects ultérieurement. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Et pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.